toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la première fois depuis le début de ce podcast que je ne serai pas seule derrière mon micro. J'ai le plaisir de recevoir Madeleine Sor. Madeleine, c'est d'abord une amie que j'ai rencontrée en 2012 dans le chœur Microcosmos. Et c'est après quelques années que nous avons décidé de monter un trio vocal avec notre comparse Hélène Hérault, que vous entendrez dans un prochain épisode. On a donc embarqué en 2015 dans notre aventure des 3 moustiquaires, dont je vous ai déjà un peu parlé dans le « Qui suis-je » de l'épisode 2. Et j'avais d'ailleurs mis la bande-annonce de notre spectacle en bonus. Et en bonus de l'épisode 4, vous avez aussi pu retrouver un audio du trio. Mais Madeleine, ce n'est pas qu'une mezzo-soprano, elle est aussi claveciniste et elle se produit par exemple dans Erato, un spectacle là aussi humoristique autour cette fois de la musique baroque. Madeleine est aussi une excellente chef de chœur qui travaille aujourd'hui dans la région de Lille où elle dirige plusieurs ensembles dont le Madrigal de Lille, Azimut ou encore le chœur de jeunes Tintinabuli qu'elle a créé. Elle travaille aussi avec le CFMI de Lille autour des pratiques vocales collectives, avec entre autres la direction du CRI, le chœur ressources interprofessionnelles, qui regroupe au sein d'un chœur des professionnels de l'enfance qui veulent enrichir leurs connaissances autour de la voix. Alors, les CFMI, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des écoles où on forme les DUMistes, donc les titulaires du DUMI, le diplôme de musicien intervenant. Par exemple, les musiciens qui interviennent dans les écoles primaires. Alors, Madeleine, c'est quelqu'un de très, très actif et qui fait énormément de choses. Et donc, en plus de tout ça, elle a aussi travaillé pendant 6 ans pour Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale qu'on retrouve maintenant dans toutes les régions. Aujourd'hui, avec Madeleine, on va parler du choix de répertoire pour un ensemble vocal. Salut Madeleine. Bonjour. Merci de bien vouloir te prêter à l'exercice du podcast et de l'interview. Et merci tout particulièrement de bien vouloir être ma toute première invitée. Alors, la première question que je vais te poser et que j'ai bien l'intention de poser à tous les gens qui viendront dans ce podcast, c'est quoi pour toi chanter en chœur ? Alors, chanter en chœur, pour moi, le truc le plus important de chanter en chœur, c'est le groupe, c'est les gens. C'est être dans un petit microcosme comme ça, tous ensemble et se serrer les coudes dans les bons comme dans les mauvais moments, évidemment dans les bons plutôt. Mais c'est vraiment quelque chose c'est le milieu vivant. C'est ça qui me parle, qui m'a toujours parlé depuis que je suis petite. Moi, je chante depuis toujours. Et qui me manquait avec le clavecin. Ouais. T'as dit que j'étais claveciniste, mais en fait, faire du clavecin toute seule pendant 8 heures dans une salle, très vite, c'était pas possible en fait. Donc j'ai fait beaucoup de musique de chambre, suffisamment peu de clavecin solo pour me faire fâcher par mes profs. Mais voilà. Donc et c'était évident en fait que le chœur c'était une organisation qui me conviendrait parce que c'est ça en fait, c'est vraiment vivre dans un groupe et avoir il y a quelque chose de très équitable, je trouve, par rapport à l'orchestre, que j'ai pas vécu moi-même en tant que claveciniste parce que c'est pas un instrument d'orchestre, mais dans l'orchestre il y a un peu des petits clans. Ouais. Et dans le chœur, même s'il y a quand même 4 pupitres, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus commun. On a tous le même instrument, mine de rien, ouais, adapté à sa possibilité morphologique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau, quoi. Enfin, vraiment dans ce... Voilà. Chouette, belle vision. Alors, ça m'intéressait de parler avec toi du choix de répertoire selon les ensembles. D'abord parce que je sais que tu as une grande connaissance de pas mal de répertoires, tu écoutes beaucoup de choses, tu suis un peu les sorties de partitions, les éditions. Et puis aussi, avec tes chœurs, tu montes des programmes complets, par exemple thématiques. Alors, je dis ça, c'est pas anodin parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, moi, j'ai tendance à faire évoluer le répertoire de mon chœur au gré de ce que je découvre, un peu au coup de cœur. Et puis, je vais changer 1 ou 2 morceaux à la fois. Et quel que soit leur style, je vais me débrouiller pour les faire coller avec le reste du spectacle, soit par la mise en scène, soit par des transitions musicales. De ton côté, tu as plutôt tendance à monter un programme complet avec des morceaux qui ont un lien les uns avec les autres, qu'ils soient musicaux ou thématiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta manière de choisir ton répertoire pour tes chœurs ? Alors,
En écoutant ta présentation, là, ça me fait penser que, en fait, moi, je fonctionne comme ça, parce que je fonctionne au projet. C'est-à-dire que quand je commence à écrire un répertoire, à constituer un répertoire, l'idée c'est d'arriver à quelque chose au bout, et c'est pas justement de rajouter. Enfin, je comprends tout à fait ce que tu fais, mais par contre, c'est vraiment au coup de cœur aussi. C'est-à-dire que je prends que des pièces coup de cœur, et peu importe si elles sont pas dans une thématique. Je vais complètement à l'encontre de ce qu'on s'est dit avant, mais l'idée c'est que je les fasse entrer. Alors évidemment, je construis quand même des choses qui fonctionnent, qui ont des liens entre elles, mais l'idée c'est vraiment, en général, je tombe sur une pièce un peu par hasard et je me dis ça me parle, et j'essaye de tirer les fils à partir de cette pièce-là, et de voir un peu comment je peux agencer tout ça. Par exemple, peut-être je peux donner un exemple. Le programme Old Irish Stories d'Azimut, c'est parti d'une pièce qui s'appelle The Spring, d'un Irlandais évidemment, qui s'appelle Tariq O'Regan, qui raconte un peu l'histoire de la création de l'Irlande avec Saint-Patrick, deux êtres avec des noms gaéliques, Oishinequilte. On a mis beaucoup de temps à comprendre comment ça se prononçait, parce que ça s'écrit pas du tout comme ça. Et donc ça c'est un peu le cœur du programme. C'est une pièce qui dure peut-être 10-12 minutes. Et autour de ça, j'ai un peu réfléchi à quoi mettre autour, et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'en fait, on entend souvent musique irlandaise en France, on pense danse irlandaise, etc., cornemuse. Et en fait, il y a aussi un répertoire contemporain actuel qui est évidemment très empreint de toute l'histoire de l'Irlande. Et donc voilà, j'ai cherché un peu. Mes parents étaient en Irlande à ce moment-là, ils m'ont rapporté des partitions, et j'ai un peu fouillé, tiré les fils de ce répertoire-là, comme ça. Voilà. Oui, voilà. Tu veux dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu as un coup de cœur pour une pièce, et c'est elle finalement qui va te donner l'idée de ton futur projet, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça se passe, plus que finalement je trouve pas la thématique avant en général. Oui, mais enfin en tout cas ça reste. Après tu vas tirer les fils autour d'une thématique, ce qui est une chose que moi je fais pas par exemple. Donc c'est aussi quand même un fonctionnement différent. Enfin ça pourrait se faire aussi pour moi, mais effectivement il y a l'idée quand même du fonctionnement au projet. Comment tu choisis tel ou tel répertoire pour tel ou tel chœur ? J'imagine que selon tes différents chœurs, selon les choristes, les différents publics, si je puis dire, tu ne vas pas forcément choisir le même type de pièce. Alors, est-ce qu'il y a seulement une notion de difficulté, entre guillemets, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu ? Alors, il y a une notion de difficulté, il y a une notion d'enjeu. Si je compare Azimut et le Madrigal, par exemple, qui sont mes deux chœurs mixtes, les deux chœurs mixtes que je dirige, avec un répertoire qui pourrait être assez proche, parce que c'est musique contemporaine écrit sur le papier. Et 4 voix mixtes, c'est ça ? Et 4, 8, 12, 16. Mais avec le Madrigal, je vais aller dans quelque chose qui va être un peu plus sérieux, un peu plus intellectuel peut-être, où je vais essayer de... Je sais qu'ils aiment comment dire, le défi un peu. Il y a un truc Azimut aime le défi aussi, mais pas le même genre de défi. Mais je sais pas, c'est beaucoup du ressenti. Mais avec le Madrigal, je vais faire par exemple plus de musique religieuse déjà, pas parce qu'ils le demandent, mais parce que je trouve que ça se prête bien au son du chœur. C'est un chœur qui est un petit peu plus âgé qu'Azimut. Et puis c'est un chœur, je crois, un peu, on pourrait dire presque historique à Lille. Enfin, c'est un chœur qui existe depuis longtemps, qui a une histoire vraiment, ce qui n'est pas le cas d'Azimut, si je ne me trompe pas. Voilà, non, Azimut que tu as monté, toi, 8-9 ans, en 2013. Et le Madrigal, c'est un chœur qui a, je sais jamais, mais une cinquantaine d'années, qui a été dirigé par d'autres personnes avant moi, et qui sera dirigé par d'autres personnes après. Et oui, voilà, il y a quelque chose de plus traditionnel, même si on fait quand même de la musique contemporaine. On en parlera sûrement après, mais il y a vraiment un enjeu, une envie de faire notamment de la création, donc des nouvelles pièces. Ça, j'ai pas du tout ça avec Azimut. Ça nous est arrivé de faire de la création, mais pas spécialement. C'est pas une demande ni de moi ni d'eux sur ce projet-là. Et avec Azimut, oui, je vais plutôt aller plus dans des pièces qui sont un peu plus empreintes de musique traditionnelle, donc comme le programme irlandais. Là, on est sur des programmes de musique du nord de l'Europe. Bon, ça, tout le monde en fait parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Mais j'essaye, et ça c'est quelque chose de très important dont je n'ai pas encore parlé, j'essaye toujours de ne pas faire de tube. Je déteste aller à un concert de chœur et connaître au moins 90% du répertoire, même 50%, ça m'énerve. Donc j'essaye de ne pas faire... je crois que j'ai jamais fait de Whittaker, c'est de la très belle musique, mais ni de la Lauritsen, ni de Yellow par exemple. Tout ça avec Azimut, j'ai jamais fait. Avec le Madrigal, oui.
mais parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'aller. Je sais ce que c'est d'être artiste et de chercher à produire sa musique. Je suis pas compositrice, mais je pense que c'est pareil pour les compositeurs. Il y a des tas de gens qui écrivent des pièces qui restent dans des tiroirs pendant des années, et je trouve ça hyper important de pouvoir ouvrir. Enfin voilà, que ce soit des pièces qui puissent être chantées, notamment à l'étranger pour eux. Voilà, là par exemple, on a une Suédoise, je crois, qui s'appelle Karin Rehnquist dans notre programme actuel avec Azimut, qui s'appelle Tout contre l'aube. C'est de la musique. Enfin, ici, personne chante ça. En fait, on a découvert ça dans un concours. En fait, et voilà, moi, je trouve ça vraiment important d'amener ces gens-là à une petite notoriété. C'est minime à notre échelle, mais même de leur dire, je lui écris, je lui dis, voilà, on va jouer votre musique à tel endroit. Ils sont toujours super contents. C'est une fille qui est prof en université. Chef de chœur, enfin voilà, et d'exporter un peu sa musique ailleurs, je trouve ça important pour elle. J'aimerais qu'on le fasse pour moi si c'était le cas. Évidemment, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'idée de faire de la musique dite contemporaine, en tout cas, c'est de pouvoir justement avoir accès relativement facilement aux compositeurs et leur faire entendre peut-être ce qu'on fait. Et, enfin voilà, c'est quand même une particularité par rapport à quand on chante du Mozart, quoi. Ouais, ça c'est vraiment génial. Et du coup, peut-être je peux parler du madrigal maintenant, avec lequel, quand je suis arrivée au madrigal, l'étiquette c'était musique contemporaine, mais bon, je raconte toujours ça comme ça, j'ai peut-être un peu déformé avec les années à mon avantage, mais il faisait du Poulenc et du Britten. Enfin, moi j'avais vu 2 concerts où il faisait du Poulenc et du Britten, et bon, pour moi c'est pas ça la musique contemporaine, même si j'ai un papa qui est féru de musique contemporaine, mais assez particulièrement d'Alban Berg, qui est pas spécialement contemporain maintenant, c'est un vieux de la vieille, mais quand même je suis assez tournée vers la musique qui s'écrit aujourd'hui. Et effectivement, l'idée d'aller vraiment chercher les gens, les compositeurs, ça m'a amené à faire de la création, en fait. Donc ça s'est fait au départ assez simplement parce qu'on m'a proposé une pièce en me disant, moi j'ai ça dans un tiroir. C'était même pas la compositrice elle-même, mais je sais que ça a jamais été joué, si ça te dit. Et puis du coup j'ai cherché une autre. Enfin, je me suis retrouvée à vouloir faire du coup un programme sur les femmes compositrices. Et donc la première pièce c'était une messe de Sophie Lacaze, qui est une compositrice, je vais dire une bêtise, montpelliéraine je crois, qui est maintenant, elle fait tout un tas de choses vraiment, c'est quelqu'un d'assez connu, assez réputé dans ce milieu-là. Et on a créé une autre messe de Polina Medulianova, qui est géorgienne. C'est de la musique qui n'a rien à voir, mais c'est de la musique très 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 méditative, très très belle, pleine d'ornements, un peu, voilà, vraiment. Non, j'ai dit une bêtise. Elle n'est pas géorgienne, elle est ouzbek. Je mélange toujours. C'était il y a 7 ans. On peut peut-être préciser aussi que donc, quand on parle de faire de la création, c'est vraiment effectivement l'idée de jouer une pièce qui n'a jamais été jouée par personne. C'est ça. Auparavant. Qui n'a jamais été jouée ou qui n'existe même pas. Il y a plusieurs sortes de créations. Il y a la création qui existe déjà dans la tête du compositeur, qui a été mise sur papier mais qui n'a jamais été chantée. Et puis il y a la commande après. Donc ça, j'en parlerai après parce qu'on est passé par là aussi. Là, c'était vraiment des créations qui existaient mais qui étaient restées un peu dans des tiroirs. Et donc à partir de là, j'ai construit un répertoire autour de ça. Puis du coup, tous les programmes du Madrigal se sont enchaînés comme ça. Donc au Madrigal, on fait un programme par an. Je vais pas tous les détailler, mais l'idée c'est que on fasse donc on a plusieurs programmes avec systématiquement une création donc actuelle, jamais chantée en France et dans le monde. Donc par exemple, je peux parler d'un programme qu'on a créé qui s'appelle Comeback, BACH bien sûr. On chantait 3 motets de Jean-Sébastien Bach, Singen dem Herrn, Komm Jesu komm et Jesu meine Freude. Et on a demandé à un compositeur qui s'appelle Jean-Christophe Rossaz, qui est aussi chanteur, ténor, que je suivais un peu, qui écrit beaucoup, qui m'avait déjà beaucoup sollicité pour écrire pour nous. Et voilà, je sais pas, il habite en Suisse, enfin il était pas loin de la Suisse. Je me suis dit c'est quelqu'un ça va lui parler ce projet, donc j'en ai parlé et ça évidemment ça lui a parlé. L'idée c'était de prendre Bach comme c'était fait à l'époque, c'est-à-dire à l'époque en fait Bach c'était écrit pour la messe, pour le temple, pour l'office protestant du dimanche. Et l'idée c'est que on rende cette musique au peuple en fait, donc à des gens outre les choristes du Madrigal qui eux sont bien sûr aguerris à cette musique, mais à des gens qui iraient pas vers la musique.
classique, entre grosses guillemets. Et donc, il nous a écrit 3 pièces avec le titre, enfin un mot, on a extrait un mot dans chaque pièce, donc Zink, qui veut dire chante, Freude, qui veut dire joie, et Komm, qui veut dire viens. Et il a écrit 3 pièces, un peu des préludes au motet. En traduisant, on a traduit dans plein de langues chacun des mots, un peu dans l'idée de traduire dans les langues vernaculaires des gens qui chanteraient, qui seraient dans l'assemblée ou qui chanteraient cette musique. Puisqu'on a, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a créé un chœur éphémère dans un quartier populaire de Lille, qui s'est retrouvé être quand même pas mal le chœur de l'école de musique avec quelques pièces rapportées. Et l'idée, c'était donc d'écrire des pièces avec le madrigal et ce chœur-là, qui puissent chanter un peu comme l'assemblée chante lors de l'office, les chorales à la fin des cantates de Bach. Et voilà, donc ça c'était une création qui était assez chouette parce que vraiment c'était sur mesure pour nous. On a vraiment travaillé à main dans la main avec Jean-Christophe et c'était de la musique pas forcément facile d'accès, mais c'était écrit pour nous et il y a quelque chose de très flatteur et de très excitant de chanter ça, même pour une personne dans le chœur qui serait pas forcément fan de ce qui est écrit, bien que c'était très beau et je pense que ça a beaucoup plu, mais la démarche est aussi importante finalement que le résultat sonore de la pièce. Ouais. Et justement sur la question des commandes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier de pouvoir, j'allais dire, comme on pourrait commander une robe sur mesure à une couturière, là tu commandes une pièce un peu sur mesure à un compositeur. Est-ce que bon, évidemment, il y a l'effectif, le nombre de voix, etc., j'imagine, mais après, à quel point tu vas lui demander des choses très précises, très adaptées, très sur mesure, justement, ou bien à quel point tu lui laisses au contraire le champ libre. Alors, j'imagine que ça dépend des projets, des compositeurs aussi, à quel point tu les connais. Mais voilà, et puis même après, dans la réalisation, quand on chante une pièce qui a été écrite pour notre chœur, est-ce que le compositeur est très présent? Est-ce qu'il donne beaucoup d'indications? Ou bien au contraire, est-ce qu'une fois qu'il a rendu sa pièce, il te laisse libre? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe? Ça dépend vraiment des gens. Oui. Moi, j'ai toujours envie de tout changer dans les pièces, que ce soit du contemporain ou pas. Et un ami, et d'ailleurs dont on a créé une pièce, Rémi Studer, un jour m'a dit sur sa pièce, commençons par faire ce qui est écrit. Et c'est une phrase que je ressors régulièrement en répète, si ce ne sont pas les choristes qui la ressortent avant moi. Okay. Dans le sens où déjà, on essaye de faire ce qui est marqué. J'ai souvent une liste de questions, donc je fais une liste de questions pendant les premières lectures ou même avant à la maison. J'ai jamais travaillé ici une fois avec un compositeur lillois, mais sinon c'est toujours des gens qui sont répartis un peu partout en France. Donc c'est compliqué de les faire venir. Ils viennent toujours au moins à la première ou une fois plus à la première. Mais donc je les appelle, je leur pose les questions, je leur fais des suggestions. Après, j'essaie toujours de choisir, parce que c'est quand même la création, ça peut aller très très loin avec des difficultés extrêmes. Là, j'essaie toujours de choisir des gens qui vont faire de la musique accessible, de bien accentuer dans ma demande sur la faisabilité de la chose, et donc de choisir aussi des compositeurs qui travaillent la voix, qui savent travailler la voix, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment très très différent selon les personnalités. Après, parfois, il y a des histoires de prosodie, des problèmes de placement du texte, ou de hauteur, ou de logique, etc. Donc, si besoin, je fais des suggestions. Très souvent, je demande au chœur ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que je ne fais pas mon truc dans mon coin, c'est pas moi qui chante. Donc, voilà, c'est important qu'ils soient partie prenante de ce projet-là, et des modifications. Et voilà, mais selon les compositeurs, il y en a qui marquent une nuance par note et qui sont très, très précis. Généralement, c'est pas eux que je choisis pour à qui commander. Et après, voilà, il y en a, c'est plus nébuleux et du coup, c'est pas forcément plus facile parce que du coup, c'est de l'interprétation après, mais en même temps, c'est génial. Mais voilà, donc j'essaye de faire des allers-retours, d'envoyer des petits enregistrements. Est-ce que c'est bien ça que tu veux? C'est ça qui est super chouette, quoi. Enfin, pour tout le monde, que ce soit pour le compositeur, comme pour le chœur, comme pour moi, on est vraiment dans notre version qui sera la première. Et qui fera un peu date, quoi, forcément, de cette pièce-là, et en espérant que d'autres s'emparent après du répertoire, et comme on le fait de tout le reste du répertoire, finalement, de remettre en question, en fait, plein de choses. Il y a très peu d'époques où, finalement, il y a beaucoup de choses écrites. Il y a beaucoup de liberté. Moi, je viens de la musique baroque. La musique baroque, il n'y a rien d'écrit en termes de nuances et d'interprétation. C'est très, très libre. Donc, j'ai cette habitude-là, cette facilité-là
de sauter les barrières et finalement, en musique contemporaine, en création, on se retrouve un peu dans cette posture-là. Mais du coup, effectivement, je comprends que dans ta commande, alors tu vas axer peut-être sur la faisabilité, puisqu'on parle toujours quand même de chœur amateur, donc effectivement, il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça soit aussi vocal. Ça, c'est intéressant de revenir là-dessus, je pense, parce que effectivement, écrire pour la voix, c'est assez spécifique. Et il y a des choses... nous, en tant que chanteuse, on a pu des fois tomber sur des partitions où on se dit « Ah, c'est pas vocal ». Alors, je sais pas si ça parle à tous ceux qui nous écoutent, mais effectivement, parfois... ça va être certains intervalles peut-être, ça va être des durées de phrases, on peut remarquer vraiment quand on chante que voilà, il y a des choses qui sont extrêmement vocales, qui sont très confortables à chanter, puis d'autres qui le sont moins. Donc c'est pour ça que tu disais, Madeleine, que c'est intéressant de choisir des compositeurs qui connaissent la voix pour pas mettre aussi les choristes en difficulté. Mais du coup, outre cette notion de difficulté, à quel point tu vas demander des choses précises quand tu fais une commande? Est-ce que tu vas dire, il faut que ce soit dans tel style, il faut que ce soit telle durée, il faut que ce soit, je sais pas, telle tonalité, j'ai n'importe quoi, mais voilà, à quel point tu es précise, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est, je sais pas, tu donnes un mot et vas-y, fais-moi quelque chose avec ça En général, je décris l'essence du projet, en fait. Donc, Oui. Par exemple, là, l'exemple de Jean-Christophe Rossas, il est assez évident, parce que je lui ai dit, je veux rassembler des gens autour de cette musique, je veux que tout le monde puisse chanter, et du Bach, parce qu'il chantait aussi des chorales, le chœur éphémère, et de la musique contemporaine, qui, eux, est leur partie à eux dans la création. À partir de là, en fait, j'ai quasiment tout dit, quoi. Ça, plus le lien avec la musique baroque, avec Bach. Et puis Bach, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a un fonctionnement qui est assez limpide, hein, je pense, aujourd'hui, qui impressionne beaucoup les compositeurs d'aujourd'hui, je pense toujours, et les musiciens d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense que ça suffit comme contrainte. Après, les compositeurs, souvent, ils aiment avoir des contraintes, parce que on dit toujours que ce soit en improvisation ou en création, plus on a de contraintes, finalement, plus c'est facile, notamment de s'en échapper, de s'en sortir. Mais donc, la durée, c'est quelque chose qui, souvent, je précise, mais plutôt dans l'idée d'équilibre, de pièces, enfin d'articulation du répertoire, du programme. Là, je me souviens plus ce que j'avais dit à Jean-Christophe, mais ça devait être 4-5 minutes par pièce maximum. Souvent, ils font plus que prévu. C'est bon. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, non, tonalité, je donne pas. Le texte, parfois, pas toujours. Là, avec les pièces avec Jean-Christophe, j'ai mis du temps on a mis du temps à décider du texte. Au départ, c'était simplement des préludes, et puis au fur et à mesure, ça s'est détaillé. Un jour, j'ai eu une illumination. Je me dis, j'ai pensé à ça, on va faire comme ça va être chouette. Et effectivement, maintenant, ça me paraît évident d'avoir pris des mots de Bach et d'en avoir fait quelque chose. Voilà, c'est vraiment. Après, je laisse je laisse la liberté. Enfin, c'est important qu'ils aient leur liberté. Oui, qu'il y ait une relation de confiance mutuelle. Et, c'est plus vraiment sur l'essence du projet, et la compréhension de la demande, elle est plus comment dire, oui, sur la globalité, dans quoi ça va s'insérer, en fait. Voilà, c'est ça. Aux côtés de quoi ça va être. Aux côtés de quoi, et puis pourquoi on fait ça. Par exemple, je peux te parler du projet de l'année prochaine du Madrigal, parce que je pense que c'est important. J'ai découvert une grosse pièce de Philippe Glass qui s'appelle Another Look at Harmony, donc un autre regard sur l'harmonie. Et le Madrigal, là, on a eu une année un peu difficile, Covid, comme tout le monde. On s'est vite relevé parce qu'on avait un concert avec un orchestre en juillet 2021, qui nous a un peu maintenus. Et puis cette année, c'était un peu relâche. Moi, j'ai eu du mal à constituer le programme, etc. Et donc j'ai découvert cette pièce, je me suis dit, ça serait génial, c'est une pièce avec corps, on n'a jamais fait ça, c'est assez monumental, 45 minutes, de musique un peu méditative, etc. Trop envie de faire ça, mais qu'est-ce que je mets à côté ? Gros blanc. Je cogitais, je me disais, je pourrais mettre du Bird, c'est la musique anglaise Renaissance, parce qu'il y a une pièce notamment à 40 voix, je me disais, ça peut marcher, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'ai rencontré un compositeur qui s'appelle Manuel Collet, et qui est quelqu'un qui est chef de chœur aussi, qui est vraiment, vraiment très très chouette.
et qui m'a dit avec des yeux brillants, j'adorerais écrire pour vous. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui est très instinctif, qui écrit beaucoup à partir de... Il raconte toujours qu'il met de la musique dans sa voiture et puis il improvise dessus, il met des basses, enfin des systèmes un peu de... Et puis il improvise par-dessus. Il enregistre ses improvisations, puis après il écrit. Et du coup, j'ai dit, mais c'est ça qu'on va faire ensemble. Tu vas venir un week-end, tu vas nous faire un week-end qui va nous aider à refaire le groupe, parce que c'est quelque chose qui est très, 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 très important pour moi et qu'on a un peu perdu avec le Madrigal cette année, d'avoir vraiment un groupe qui est soudé, qui soit soudé dans l'exigence, etc., mais qui soit quand même chouette et sympathique. Enfin, je dis pas que c'était pas chouette, ni pas sympathique, mais il manquait quelque chose. Il manquait vraiment des petites gouttes d'alchimie. Donc, on va se faire ça au mois de novembre. Il va venir, on va faire de l'impro. Il a appelé ça Labo Impro Compo. Et l'idée, c'est, on fait de l'impro avec lui. Donc, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. On va se rappeler début d'année, mais moi, j'aimerais bien qu'on invente même le texte ensemble. Enfin, voilà, on fasse un peu des ateliers d'écriture, etc., pour que vraiment le groupe s'approprie cette pièce qui s'appellera donc Notre Regard. Ce sera le titre du programme, en regard de un autre regard sur l'harmonie de Philippe Glass. Ça sera notre regard et ça sera notre pièce qu'on aura écrite nous, qui sera du coup évidemment pas comparable, parce que c'était difficile de demander à un compositeur d'écrire 100% pour mettre face à Philippe Glass une pièce de du coup 10 minutes pour pas que ça soit trop long ni trop éprouvant. Il y a une espèce de... C'est comme demander à quelqu'un d'écrire à côté de Bach, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et là, du coup, j'ai demandé à Manuel... je trouve que, du coup, il y a un truc beaucoup plus équilibré. Chacun est maître de la pièce. Chacun s'approprie à la fois le texte, à la fois la musique, à la fois... voilà, et c'est Manuel qui va tout réorganiser, faire en sorte que ce soit une pièce qui fonctionne. Et je pense que ça va être un projet extraordinaire. Ouais. J'ai trop hâte d'y être. Voilà, donc ça, c'est la commande. Okay. Et après, Manuel, il fait son truc. Je lui ai dit 10 minutes max, il fera son truc. Et évidemment, il est très stressé. Il me demande plein de contraintes supplémentaires parce que ça ne lui suffit pas. Mais je pense que voilà, c'est plutôt ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai choisi Manuel. Oui. Et d'ailleurs, c'est même grâce à Manuel que j'ai pensé à ça. Parce que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas forcément pensé des choses comme ça. Mais voilà, donc le cahier des charges, il est très, très souple en fonction des gens avec qui je vais travailler. Ouais. Oui, c'est vraiment comme on disait, un échange et un truc de confiance. Et puis voilà, après, on avance au fur et à mesure, chacun en travaillant avec l'autre. Chouette. Merci beaucoup, Madeleine. Écoute, on te souhaite plein de belles choses pour ce nouveau programme. Là, tu nous en diras des nouvelles. Oui. Cool. Dans un an. Merci, Madeleine. À bientôt. Avec plaisir. En bonus aujourd'hui, je vais vous mettre le lien vers le Bandcamp du chœur Azimut que dirige donc Madeleine. Le Bandcamp, c'est un site où vous pouvez aller écouter librement la musique, mais aussi l'acheter, ce qu'on vous conseille évidemment. Sur ce Bandcamp, vous trouverez 2 albums. Le premier s'appelle Sous la surface et le deuxième Old Irish Stories. On en a donc parlé longuement aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie de tout écouter d'un seul coup, vous pouvez peut-être commencer par écouter The Spring, la fameuse pièce de Tariq O'Regan dont nous avons parlé avec Madeleine et qui a été à l'origine de ce projet sur la musique irlandaise. Et puis, je vous conseille aussi Dracomanius. C'est une création, c'est-à-dire que cette pièce n'avait jamais été chantée avant qu'Azimut ne s'en saisisse. Elle a été composée par Sean Doherty, qui est un compositeur avec lequel Madeleine a été beaucoup en contact pour cet album, puisque plusieurs de ses œuvres y sont chantées. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend.
D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.